L'Académie Valhalla est l'une des 3 meilleures institutions de formation de chasseurs au monde, où des milliers de chasseurs en herbe postulent chaque année. Mais seuls quelques-uns sont sélectionnés en raison du taux d'admission compétitif de 1 sur 5 cents. Le premier jour de l'orientation, des centaines de gars désespérés en vêtements formels se battent violemment, essayant de se faire un nom. Mais celle qui impressionne le plus est Soyeon du clan Dongyu, l'un des 5 meilleurs clans de Corée du Sud. On dit qu'elle possède des capacités divines et qu'elle peut vaincre jusqu'à 10 chasseurs expérimentés à la fois. Le pouvoir de Soyeon provient du fait qu'elle peut communiquer directement avec la constellation gardienne du clan. Il est révélé que les 5 meilleurs clans en Corée sont puissants parce que les constellations gardiennes sont directement associées à chacun d'eux. Dans des circonstances normales, un chasseur reçoit des bénédictions d'une constellation gardienne normale ou entre en contrat avec elle. Mais les 5 grands clans ont des constellations gardiennes surpuissantes, les distinguant des autres, comme Thor apparaissant lors d'un combat de rue. Même après cela, le match de Soyeon est sur le point de commencer. Elle est opposée à une relative inconnue nommée Kim. Toute la foule, les journalistes, ainsi que le directeur du combat, M. Lee, sont convaincus que Soyeon va balayer le sol avec cette perdante. Le match commence bientôt et Soyeon ne perd pas de temps à se montrer. Ses compétences impressionnantes à l'épée. Elle exhibe également sa technique élégante de contrôle du mana, plongeant tout le monde dans un état de frénésie. Mais lorsque Soyeon charge Kim, il esquive de manière choquante et l'assomme d'un seul coup de poing, faisant taire la foule et mettant fin au combat presque instantanément. Un rayon bleu éclatant émane alors de la main de Kim, révélant qu'il n'est pas un novice et qu'il possède lui-même des capacités extraordinaires. Il se demande pourquoi tout le monde est si faible dans cette timeline, et s'il trouvera un jour une véritable compétition. Il y a 300 ans, à la Tour de la Faim, un Kim meurtri et malmené est engagé dans un combat brutal avec le maître de la tour. Varch. Kim se révèle être un dieu des arts martiaux, et il met fin au combat en décapitant Varch avec un coup de pied latéral tournant. À ce moment-là, le système envoie une notification indiquant qu'avec la mort de Varch, la destruction du monde a été arrêtée. Mais Kim n'a même pas l'occasion de célébrer, car toute la tour commence à s'effondrer à cause de l'élimination de son maître. Dans ces derniers instants, Kim déplore le fait qu'il n'a jamais eu la chance de vivre une vie normale, étant chasseur depuis son jeune âge. Il s'assoit dans un coin et commence à rire de désespoir quand soudain, une grosse pierre tombe sur lui, l'écrasant comme un insecte. La seconde suivante, le dieu des arts martiaux Kim est réincarné au XXIe siècle, dans le corps d'un perdant qui s'appelle aussi Kim. Bien qu'il soit réincarné après 300 ans, dans un corps faible et jeune, Kim a conservé toutes ses connaissances. Cela le rend vraiment heureux, et il envisage de vivre une vie luxueuse dans ce monde sans craindre qui que ce soit. Mais le bonheur de Kim ne dure pas longtemps car il reçoit bientôt une autre notification pop-up, annonçant que la Tour de la Faim réapparaîtra dans 5 ans. Kim est au-delà de l'agacement d'avoir été choisi pour gérer la situation à nouveau, mais il jure d'anéantir complètement la tour cette fois-ci. Il se promet qu'après avoir terminé la tâche, il poursuivra sa vie paisible et luxueuse, et que personne ne viendra jamais le déranger. Deuxième. Plus tard, il reçoit une autre notification, l'exhortant à récupérer ses armes et ses souvenirs. Il doit se rendre à Valhalla pour cela, et le système lui fournit l'adresse exacte. Kim est confus quant à ce qu'est cet endroit, mais il se dirige quand même vers la localisation. Il finit par vaincre la fille la plus prometteuse de toute l'académie d'un seul coup de poing, choquant tout le monde jusqu'au fond. Le lendemain, Kim est prévu pour un autre match, cette fois contre le fils aîné du premier au clan nommé Sayok. C'est un gars musclé et arrogant qui ne pense pas que Kim soit spécial et jure de le détruire en quelques secondes. Kim répond avec quelques provocations à son tour et lui fait même un doigt d'honneur, ce qui met encore plus en colère son adversaire. On découvre alors que Sayok est également un prodige qui ne se concentre pas particulièrement sur la stratégie ou les arts martiaux, mais il possède une arme mortelle, son corps, qui est construit comme un char. Alors que les autres chasseurs ont besoin de mana pour effectuer des actions difficiles, Sayok peut les réaliser uniquement grâce à sa force brute. Son corps musclé a plus de découpe qu'un montage mal fait de TikTok, faisant de lui une véritable force de la nature. Bientôt, le combat commence et un Sayok enragé se précipite sur son adversaire avec un coup dévastateur, ayant l'intention de l'achever une bonne fois pour toutes. Mais Kim, qui est un véritable dieu des arts martiaux, ne s'appuie pas sur sa force mais plutôt sur son savoir ancien. Il sait que bien que la force physique soit un grand avantage, ce n'est pas suffisant et doit être combiné avec d'autres facteurs. Juste au moment où Sayok s'apprête à lui donner un coup de poing, Kim esquive et le fait tomber avec désinvolture. Il lui donne ensuite un coup de poing puissant dans la poitrine, le mettant KO et mettant fin au match en quelques secondes, tout comme la dernière fois. Alors qu'un Kim victorieux sort de l'arène, il se demande s'il pourrait être plus faible qu'il ne l'était dans son corps précédent, mais il est toujours capable de traquer des monstres comme il le faisait dans le passé. Les journalistes, quant
quant à eux, sont dans un état de choc car ils ne comprennent pas comment un chasseur puissant comme Sayok a pu tomber dans un simple piège et perdre le match. Certains pensent qu'il a trébuché accidentellement et est tombé, tandis que d'autres estiment qu'il était trop sûr de lui. Mais le père de Sayok, qui est aussi le chef du premier Auckland, Chi-Ulsin, est certain qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque. Il pense que même si Sayok n'a jamais été entraîné aux arts martiaux, il pourrait facilement éviter un coup de poing de n'importe lequel de ses camarades. Lors du combat précédent, Sayok a été provoqué et il s'est tellement fâché qu'il a utilisé son mana, ce qu'il fait rarement. Mais alors qu'il se précipitait pour frapper, Kim a esquivé en inclinant simplement la tête, tandis que ses mains étaient toujours dans ses poches comme s'il n'essayait même pas. Chi-Yoshin a alors fait le lien et a finalement réalisé que Kim avait déjà prévu l'attaque au moment où Sayok a commencé sa charge. Cela signifie que Kim a une capacité monstrueuse, ce qui le rend de loin supérieur aux autres chasseurs. Est excité par la découverte, et tout comme un recruteur universitaire repérant un adolescent de 2,13 mètres, il en fait sa priorité absolue de recruter Kim dans son clan. Mais il devra faire face à une forte concurrence d'autres chefs de clan comme lui, qui sont également en alerte pour obtenir la signature de Kim. Pendant ce temps, la foule se prépare pour le match final de la compétition de classement, qui se dispute entre Kim et une fille nommée Aaron. Elle est membre du clan Trust Choi et a vaincu chaque adversaire avec une relative facilité jusqu'à présent. Mais les admirateurs dans la foule sont plus impressionnés par sa beauté, ce qui rend notre protagoniste fou. Bientôt, le combat commence et Kim, comme d'habitude, a les mains dans ses poches, attendant que son adversaire fasse le premier mouvement. Mais même après avoir attendu quelques secondes, Eren ne bouge pas, ce qui fait réaliser à Kim qu'elle essaie de lire la situation. Il croit qu'elle est plus intelligente que les autres, mais pas assez pour lui causer le moindre problème. Kim s'avance alors vers elle, pleine de confiance, tandis qu'Eren commence à charger son épée avec son mana, la faisant émettre de l'électricité. C'est la dernière fois que j'ai vu une personne comme elle. Cette capacité est connue sous le nom de transformation d'attributs, et seuls quelques adultes sont capables de l'exécuter, mais Eren semble déjà l'avoir maîtrisée. Elle attend le bon moment et déchaîne son épée pour attaquer Kim. À sa grande surprise, il l'a esquivé en un éclair. Un Eren confus regarde alors autour de lui et le trouve tranquillement en attente de l'autre côté, les mains toujours dans ses poches. Kim riposte en lançant une attaque mineure de son côté, car il l'éliminerait littéralement s'il utilisait tout son potentiel. Mais Eren parvient à le bloquer avec son épée, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Kim est sincèrement impressionné par sa rapidité d'esprit, mais il ne montre aucun remords et enchaîne avec une autre attaque. Eren n'est pas en mesure de la bloquer cette fois-ci, et elle est mise KO, mettant fin au match. Pendant ce temps, Kim a l'impression d'avoir vu la technique de tirage d'épée d'Eren. Avant, et cela semble familier. Mais cela n'a plus d'importance maintenant qu'il a été déclaré vainqueur et qu'il termine en tête du classement de la compétition tandis qu'Aaron arrive deuxième. Plus tard, alors que Kim, victorieux, sort du bâtiment Valhalla, il est immédiatement entouré par une foule de journalistes avides et d'autres membres du clan. Ils lui mettent des micros sous le nez et lui demandent de rejoindre leur équipe respective. Des clans, promettant de lui fournir d'énormes avantages. Ils lui offrent même une grosse somme d'argent pour ses services. Mais Kim, qui veut juste rentrer chez lui et dormir, crie aux journalistes de se reculer. Bientôt, les chaînes de médias de tout le pays affichent le visage de Kim en première page, où il leur fait un doigt d'honneur avec colère. Il le qualifie de psychopathe en raison de son comportement erratique. Bien que les membres du clan ne lui faisaient qu'une offre. Les internautes ne se retiennent pas non plus. Beaucoup pensent qu'il a franchi la ligne en insultant les journalistes innocents. Le lendemain matin à l'Académie Valhalla, tous les nouveaux étudiants sont alignés pour une cérémonie de bienvenue. Mais Kim s'ennuie rapidement et laisse même échapper un bâillement pour montrer son désintérêt. Un flashback de quelques jours auparavant montre alors la véritable raison pour laquelle Kim est ici. Il avait reçu une notification du système, l'exhortant à se rendre au sous-sol du 3e étage de Valhalla pour récupérer ses souvenirs et ses armes. De retour dans le présent, la présentation ennuyeuse est enfin terminée, et maintenant les étudiants sont répartis dans différentes classes. Dans l'une de ces classes, dans une classe particulière, l'instructeur est un homme ridiculement beau nommé Higuin, qui s'avère être l'ancien dirigeant d'un grand clan. Il est actuellement irrité que l'administration ait placé une bande de prodiges surpuissants dans sa classe. Soyons du clan Daonyu, Aaron du clan Trust Choi, Sayok du clan Earlyo, et Kim, le joker invaincu du concours d'entrée. Au fond, il n'est même pas sûr de pouvoir garder ce chaos sous contrôle. Rôle. Néanmoins, Egon garde son calme et se présente devant toute la classe, disant qu'il sera leur professeur principal à partir de maintenant. Ensuite, il appuie sur un bouton qui les transporte instantanément de la salle de classe au milieu d'une forêt. Comme si cela ne suffisait pas. Suffisamment, Egon active une barrière de défense et invoque des centaines de gobelins furieux qui commencent immédiatement à frapper dessus, assoiffés de sang. Cela terrifie la plupart des étudiants,
mais Kim reste impassible, ayant affronté des créatures bien plus menaçantes dans son passé. Lorsqu'Egon remarque son manque d'inquiétude, il appelle Kim sur le podium et lui demande s'il a suffisamment confiance en lui pour affronter tous les monstres seul. Dans son esprit, il veut apprendre une leçon au petit arrogant, et il est certain que Kim va renoncer à affronter les créatures terrifiantes. Mais à sa grande surprise, Kim laisse échapper un sourire maléfique et accepte le défi. Il se demande ensuite ce qu'il obtiendra comme récompense s'il élimine toutes les créatures avec succès. Surpris par la réponse, Higgin dit à Contrecœur qu'il accordera à Kim tout ce qu'il veut, tant que cela reste dans ses prérogatives en tant qu'enseignant. Kim accepte joyeusement l'accord, puis demande une épée qu'il pourra utiliser contre les créatures laides. En entendant cela, Higgin devient encore plus hésitant, car il voulait que le garçon se batte à main nue. Mais avec toute la classe qui regarde, il n'a d'autre choix que de maintenir son image. Il tire donc à Contrecœur son épée et la remet à Kim. Après cela, le bouclier protecteur s'ouvre légèrement et Kim sort avec l'épée à la main. À la grande surprise de tous, il commence à trancher les monstres comme s'il jouait à Fruit Ninja en mode rage. Kim ne fournit presque aucun effort alors qu'il élimine plusieurs monstres d'un simple coup. D'un seul coup, au grand amusement de la foule qui regarde. Pendant que tout cela se passe, il murmure tranquillement à lui-même que c'est la première fois en 300 ans qu'il tient une épée, et il semble qu'il a encore la main. Dans le passé, le monde était chaotique à cause des monstres, donc Kim devait utiliser toutes les armes qu'il pouvait trouver. Mais il est toujours excellent avec une épée, comme il le montre en ce moment. Kim parvient également à esquiver et à éviter les attaques du monstre avec aisance, car leurs schémas sont relativement simples. Il commence maintenant à penser qu'il s'agit simplement de monstres intégrés au système utilisé pour l'entraînement et non des vrais. Le bouclier protecteur, Eugen est laissé dans un complète incrédulité, alors que l'arme qu'il avait prêtée à Kim n'était qu'une épée en fer bon marché. Elle ne peut pas canaliser le mana, et sa construction lourde la rend beaucoup trop lente pour des mouvements rapides. Pourtant, Kim déchire les monstres sans transpirer, comme s'il faisait cela depuis longtemps. Même les étudiants prodiges, Soyant, Eren et Seyok, sont sans voix devant la puissance de ce gars maigre sans aucune affiliation clanique. Pendant ce temps, dès que Kim élimine le dernier monstre, il exprime son désir de descendre dans la chambre des constellations. Egon est clairement mal à l'aise avec cette demande, mais Kim lui rappelle la promesse qu'il a faite plus tôt. Quelques heures plus tard, le cours a enfin pris fin, et Egon dit à tous les étudiants d'aller dans leurs dortoirs respectifs et de se reposer. Mais Kim a déjà eu suffisamment de repos puisqu'il a dormi pendant tout le cours comme si c'était une berceuse spécialement composée pour lui. Il commence à murmurer à nouveau pour lui-même, disant qu'il ferait mieux de prendre ce dont il a besoin et de sortir d'ici immédiatement. Mais alors que Kim se dirige vers son dortoir, il mentionne qu'il a obtenu quelques informations de la classe malgré son ennui extrême. Il a particulièrement appris sur les constellations, qui n'existaient pas il y a 300 ans dans sa timeline. Kim résume ensuite qu'une constellation est quelqu'un qui s'est transformé en Dieu pour ses grandes réalisations. La plupart d'entre eux ne le sont pas. La plupart d'entre eux établissent des contrats où les chasseurs deviennent leurs artefacts divins, et en échange, les chasseurs reçoivent des pouvoirs spéciaux. De plus, Valhalla est l'académie avec le 3e plus grand nombre d'artefacts divins au monde. Après avoir rappelé tout ce qu'il a appris aujourd'hui, Kim se dirige vers son dortoir pour s'entraîner aux arts martiaux. Il sait que même avec toutes les connaissances en combat du monde, son corps faible le met dans une situation de désavantage sérieux. Mais en chemin, il est soudainement arrêté par une belle camarade de classe qui s'avère être Eren et ils se regardent simplement pendant quelques secondes. Dans la salle des professeurs, Monsieur Lee et Egon ont une conversation sérieuse à propos de cette nouvelle. Étudiant qui a créé des ondes de choc à travers Valhalla. Egon révèle que Kim a éliminé plus d'une centaine de monstres virtuels, malgré le fait qu'il ne les ait jamais affrontés auparavant. Même les chasseurs expérimentés auraient du mal avec ça, mais Kim l'a fait comme si c'était juste un mardi ordinaire. Monsieur Lee trouve cela très étrange, car il n'a rien trouvé de particulièrement spécial dans le dossier de Kim. Le garçon est en fait un orphelin qui vient d'un petit orphelinat situé dans une zone très dangereuse. En entendant cela, un Egon stupéfait demande si Kim feint simplement tout. Mais Monsieur Lee le nie, disant qu'il a fait des recherches et n'a rien trouvé de suspect dans le dossier du garçon. De plus, si Kim cachait quelque chose, pourquoi irait-il se compliquer la vie juste pour entrer à Valhalla en premier lieu? La conversation se tourne vers la demande inhabituelle de Kim d'accéder à la chambre des constellations, et Egon a toujours l'air frustré d'avoir perdu le pari. Mais Monsieur Lee essaie de le calmer en lui rappelant que si Kim réussit à passer au semestre suivant, il aura automatiquement accès au premier sous-sol de toute façon. Il promet également de parler avec le directeur et d'essayer d'obtenir une autorisation spéciale, ce qui apporte enfin un certain soulagement à Egon. Monsieur Lee mentionne que le 5e sous-sol est celui qui est complètement restreint, mais que le premier étage est accessible à tous. Ce ne sera certainement pas un problème si Kim accède à son compte un peu en avance.
Pendant ce temps, Egon recommence à râler au sujet des élèves assignés à sa classe, qui inclut non seulement Kim, mais aussi 3 prodiges des 5 grands clans. Il n'est même pas sûr de pouvoir les contrôler, encore moins de leur enseigner et de survivre à l'année. Monsieur Lee reconnaît qu'il traverse une période difficile, mais mentionne que la classe suivante. Le magasin a encore plus de problèmes. Il révèle qu'un étudiant d'échange du clan infâme des Bintrick y a été placé, et c'est une véritable catastrophe ambulante. Il s'appelle Roderick, et il a été expulsé d'une académie privée au Royaume-Uni pour avoir causé trop de chaos. En entendant cela, Eugen finit par sourire, réalisant que sa classe est en fait une bénédiction comparée au chaos à côté. D'autre part, Kim demande à Eren ce qu'elle veut, et d'un ton doux, elle lui demande de lui enseigner l'escrime. Eren semble être très impressionnée par son combat précédent, et souhaite apprendre comment elle peut réaliser des mouvements comme cela elle-même. L'arrogant Kim répond négligemment par un non en se grattant l'oreille, montrant clairement son désintérêt pour la conversation. Pris au dépourvu par le rejet, Aaron le fixe avec incrédulité et demande pourquoi, mais Kim lui répond qu'il n'en a tout simplement pas envie. Elle essaie encore quelques fois de le convaincre, espérant qu'il changera d'avis. Mais il lui dit impoliment qu'il n'a aucune intention de lui enseigner quoi que ce soit. Il lui demande même de s'en aller et s'éloigne, laissant la pauvre fille déçue et sans voix. Le lendemain en classe, Kim parle tout seul comme d'habitude, tel un patient schizophrène qui vient d'échapper à un établissement. Il grogne sur la faiblesse de son corps, et même la petite quantité de mana qu'il possède est difficile à contrôler. Mais Kim est plein d'espoir qu'il peut résoudre ce problème en trouvant l'objet qu'il cherche désespérément. Son fil de pensée est soudainement interrompu par l'arrivée de l'infâme Rockdeal du clan Bintrick. À ses côtés se trouve son assistante Uria, qui a l'air de regretter chaque choix de vie qui l'a conduite à garder ce casse-tête ambulant. Un indifférent. Kim demande qui sont ces deux personnes, ce qui met Rockdal en colère, mais il ravale néanmoins sa fierté et révèle qu'il vient de la famille Bantrom. Il va alors droit au but et demande à Kim s'il veut du pouvoir. Il est révélé que dans la plupart des clans, seuls les membres principaux sont autorisés à accéder au pouvoir. Mais le clan Bantrom est différent, avec le masque de bec comme leur constellation gardienne. Normalement, les constellations gardiennes sélectionnent des individus selon leurs critères stricts et leur conférer leur pouvoir. Mais dans le clan Bintrick, les membres même choisiront avec qui entrer en contact. En raison de cette approche rare, le clan Bintrick s'est rapidement répandu à travers l'Europe, car même les membres mineurs de la famille ont acquis du pouvoir. Les gens savaient que sa famille était spéciale, alors il est devenu très arrogant, mais il y a quelques mois, il a causé des problèmes dans une académie en Angleterre, ce qui l'a fait perdre la faveur de la famille. Maintenant, le principal objectif de Rockdeal est de réaliser quelque chose de grand pour le clan et de regagner leur confiance, espérant être pleinement réintégré dans la famille. Pour y parvenir, il s'approche du meilleur étudiant de première année, Kim, et lui demande de travailler sous ses ordres, promettant en retour la bénédiction de la puissante constellation de son clan. Cependant, Kim est la dernière personne au monde à se soucier de cela, et il lui dit carrément de déguerpir. Rockdeal, qui n'avait jamais été rejeté de cette manière auparavant, est furieux, mais Kim enchaîne avec d'autres provocations, l'appelant même idiot. La colère de Rockdeal atteint son paroxysme, et il semble qu'une bagarre soit sur le point d'éclater. Mais avant que les choses ne s'aggravent, Monsieur Lee intervient soudainement et ordonne à Rockdeal de retourner dans sa propre classe. L'arrogant Brad essaie de discuter, mais au moment où il réalise que Lee est l'instructeur principal de combat de l'académie, il s'exécute à contre-cœur. En sortant, Rockdal lance un dernier avertissement à Kim, promettant qu'ils se reverront pour terminer ce qui a été commencé. Plus tard, alors que Kim rentre à son dortoir, il murmure à lui-même que le cours d'aujourd'hui était complètement inutile et qu'il n'a rien appris. Il n'a toujours pas réussi à gagner. Entré dans la chambre des constellations et s'est plutôt retrouvé impliqué avec un étudiant bizarre. Kim est également agacé que les éclaireurs essaient toujours de l'attirer dans leurs clans respectifs, ce qui ne l'intéresse pas. Alors qu'il réfléchit à tout cela, quelqu'un l'appelle soudainement par derrière, et il s'avère que ce n'est autre qu'Eren. Comme un persistant. Une publicité pop-up que vous ne pouvez tout simplement pas fermer. Elle lui demande encore une fois de lui apprendre l'escrime, laissant Kim visiblement irrité. Ailleurs, dans une salle VIP du dortoir Valhalla, un Rockdeal enragé est toujours amer d'avoir été rejeté par Kim. Il commence à tout casser comme un enfant gâté, incapable de faire face à l'humiliation. Une fois sa crise de colère terminée, il ordonne froidement à son attendant, Uria, de contacter quelqu'un nommé Desira, disant qu'il est temps qu'il s'attaque à un certain problème. Mais elle reste là, silencieuse, ce qui ne fait qu'énerver encore plus le pleurnichard pathétique. Sans hésiter, il la saisit par les cheveux et la tire en avant, menaçant de l'expulser du clan si elle refuse d'obéir. Il la jette ensuite au sol. Le sol et lui rappelle de contacter Tisara immédiatement, car ils doivent résoudre le problème le plus rapidement possible. Rockdeal lui dit également d'organiser une réunion avec un certain étudiant de 2e année, et elle accepte nerveusement de le faire. D'autre part, Kim est dans sa petite chambre de dortoir,
essayant de canaliser son mana intérieur en méditant comme quelqu'un qui aspire à la sainteté. Pendant un instant, il semble que cela fonctionne alors que son corps commence pour émettre une faible lueur bleue. Mais aussi rapidement qu'elle apparaît, la lumière s'estompe, le laissant complètement épuisé. Essoufflé, Kim maudit alors son corps inutile, agacé de ne même pas pouvoir concentrer son mana sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon. Ensuite, Kim se souvient qu'Eren le suivait plus tôt. Dans la journée, où elle lui a de nouveau demandé de lui enseigner l'escrime. Fatigué de sa persistance, il a lancé un prix de 1 million $ pour une seule leçon, s'attendant à ce qu'elle se retire. Mais cela n'a pas déconcerté Erin, qui vient de l'une des familles les plus riches du pays. Elle a plutôt demandé son numéro, lui a envoyé 100 millions de wons pour 100 leçons, et lui a dit de commencer à lui enseigner immédiatement. Kim a été complètement pris au dépourvu par cette somme absurde, mais il a refusé le transfert et s'est éloigné. De retour dans le présent, il n'arrive toujours pas à comprendre comment une élève pouvait envoyer autant d'argent avec désinvolture, comme si elle achetait simplement des courses pour la maison. Kim a refusé l'offre parce que s'il devait vraiment la prendre comme élève, il devra lui enseigner sérieusement, ce dont il n'a pas le temps en ce moment. Néanmoins, Kim se rassure en se disant qu'une fois qu'il aura trouvé l'objet, il n'aura plus à se soucier de l'argent. Cela résoudra également son problème de faible mana, le rendant incroyablement plus fort, comme il l'était dans le passé. Après cela, Kim s'habille, prend une pelle et sort discrètement au milieu de la nuit pour chercher l'un de ses entrepôts secrets. Il s'enfonce dans les bois voisins, conscient que la plupart des entrepôts qu'il a enterrés il y a 300 ans ont probablement été détruits avec le temps. D'après ses propres calculs, seuls environ 4 devraient encore exister, et celui ayant le plus de chances de survie est caché quelque part dans la montagne de Valhalla. Peu après, Kim atteint l'emplacement et utilise tout le mana qu'il a dans son corps pour détecter l'entrepôt. Le plan fonctionne et Kim parvient à trouver l'emplacement exact. Mais alors qu'il commence à creuser, il se sent plus faible qu'un signal Wi-Fi dans un sous-sol, ce qui le plonge dans une colère intense. Kim maudit son corps et dit que s'il avait su qu'il serait si faible, il n'aurait jamais enterré l'entrepôt si profondément. Il révèle ensuite que si ce n'était pas pour lui, il aurait pu trouver l'emplacement exact. Pour la Tour de la Faim, il y a 3 siècles, il n'aurait pas été nécessaire de faire tout cela. À cette époque, lorsque le monde était au bord de la destruction, il n'y avait nulle part où entreposer ses affaires. Alors Kim a créé un entrepôt secret et a entassé toutes ses affaires à l'intérieur. Après des heures de creusage ininterrompu, Kim découvre enfin l'entrée de l'entrepôt secret juste au moment où le soleil commence à se lever. Il l'essuie ensuite avec ses mains et s'en occupe. Trouver la serrure. Kim mentionne que les clés ordinaires ne fonctionneront pas sur celle-ci, donc il doit utiliser sa mana pour créer une clé spéciale qui s'adapte exactement au trou. Il se concentre pendant un moment et parvient à forger la clé, qu'il insère dans le trou. Kim le retourne alors avec anxiété et, à sa grande joie, la porte est maintenant ouverte. Après cela, il s'y glisse et atterrit à l'intérieur de l'entrepôt secret, qui est rempli d'or, de bijoux et d'autres ornements précieux. Il y a aussi une multitude d'épées et d'autres armes dangereuses qui traînent là depuis des siècles. Kim dit qu'il n'aura pas à s'inquiéter de l'argent pour l'instant, car ces ornements ont une valeur nette combinée qui dépasse probablement celle d'Elon Musk, et c'est suffisant pour financer 1000 vies de luxe sans jamais lever le petit doigt. Il jette ensuite un coup d'œil autour de la pièce et trouve des pierres violettes, qui se révèlent être des pierres de stockage. Il s'avère que Kim a stocké de la mana dans ces pierres pour entretenir les entrepôts. Mais maintenant, il a l'intention de l'utiliser lui-même pour renforcer son corps faible. Dès que Kim saisit l'une des pierres, un afflux d'énergie commence à circuler en lui, et son corps émet à nouveau la lumière bleue. Kim est ravi d'avoir enfin trouvé la source de son pouvoir et laisse échapper un sourire rusé. Then. Kim décide de ramasser toutes les pierres de stockage ainsi que les petites gemmes pour l'instant, laissant de côté les lourdes barres d'or. Plus tard en classe, Kim est complètement épuisé par tout le creusage qu'il a fait la nuit précédente. Alors qu'il s'affaisse dans sa chaise, profondément endormi, il est soudainement réveillé par Eren, qui lui demande une fois de plus de lui enseigner l'escrime. Il est clairement irrité par sa persistance, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle est si désespérée d'apprendre de lui alors que son propre clan Choi est le plus renommé en escrime parmi les 5 grands clans. Il lui pose la même question, mais Eren répond qu'elle veut seulement apprendre de lui car elle n'a jamais vu quelqu'un manier l'épée aussi bien. Elle est également impressionnée par le fait qu'il reste toujours si nonchalant et décontracté avant un combat. Kim, qui sait qu'elle est la fille du chef de clan, dit que son père doit être meilleur que lui et qu'elle devrait plutôt apprendre de lui. Mais en entendant le mot père, la fille se fige pour une raison quelconque et elle hésite à répondre. À ce moment gênant, Aegon arrive à la porte et appelle Kim dans son bureau, disant que c'est à propos de la demande qu'il a faite la dernière fois. Cela excite notre protagoniste et il se lève immédiatement de son siège. Mais avant de partir, il demande avec nonchalance à Ron de venir sur le terrain d'entraînement demain à 6 heures précises.
La fille timide est complètement prise au dépourvu et met un certain temps à digérer ce qu'il vient de dire. Kim est incitée à demander si elle ne vient pas, mais une course pressée secoue la tête et confirme qu'elle sera là. Plus tard, au bureau du professeur, Higgin informe Kim que sa demande d'accès à la chambre des constellations a été approuvée, mais qu'il ne sera autorisé qu'au premier sous-sol, ce qui signifie que tout point au-delà est strictement interdit. Bien que Kim soit un peu déçu de ne pas pouvoir aller plus loin, il accepte sans se plaindre et demande quand il pourra y aller. Egon lui dit que ce soir serait parfait, ce que Kim trouve absolument idéal. Plus tard dans la nuit, Egon conduit le garçon vers la chambre des constellations, expliquant que c'est le trésor de l'Académie de Valhalla. Le bâtiment semble être fortement gardé par des hommes armés, qui, pour une raison quelconque, portent des lunettes de soleil au milieu de la nuit. Lorsqu'on lui demande pourquoi la sécurité est si stricte, Egon révèle que la chambre des constellations est très cruciale pour l'Académie, car c'est la raison qui fait de Valhalla l'une des 3 meilleures institutions du pays. Kim observe ensuite l'endroit de haut en bas et remarque qu'en dehors des gardes, il y a toutes sortes de cercles magiques couvrant la structure. Le seul endroit. Ce qui est découvert est l'entrée, mais plusieurs gardes se tiennent là en tout temps. Cela rend le bâtiment une forteresse impénétrable, probablement à cause des secrets qu'il renferme à l'intérieur. Pendant ce temps, Kim décide de poser une question stupide à son professeur. Il se demande ce qui va se passer s'il entre illégalement dans le 2e sous-sol. Higgin révèle que bien que traverser le 2e sous-sol ne fera pas de lui un criminel, il sera immédiatement expulsé de l'académie. De plus, le mana à cet étage est extrêmement puissant, donc quiconque s'y rendra subira un effondrement mental. Leur esprit se fragmentera en morceaux et la personne perdra le contact avec la réalité, les transformant en psychopathe. Egon commence maintenant à s'inquiéter de la raison pour laquelle Kim lui pose cette question avant d'entrer. Il se demande si le garçon ira vraiment au 2e sous-sol et créera une scène. Cependant, Egon se rassure en se disant que Kim est un élève obéissant qui a obtenu la première place à l'examen d'entrée, donc il n'oserait rien faire de stupide. Bientôt, la porte s'ouvre et Egon donne au garçon 30 minutes pour visiter les lieux. Kim promet de revenir dans ce délai et fait un signe de revoir à son professeur avant d'entrer. Dès qu'il revient au bureau, Kim est prêt à partir. Il va revenir dans quelques minutes. 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 Dès que la porte se ferme derrière lui, Kim ouvre son système et relit la notification qui lui indique d'aller au 5e étage du 3e étage de la chambre des constellations. Le seul but de Kim en rejoignant l'Académie Valhalla était de récupérer ses affaires, donc il se moque d'être expulsé pour cela. Il éteint ensuite son système et commence à marcher dans les couloirs vides qui, pour une raison quelconque, n'ont pas de chambre. Peu après, Kim descend un vol d'escalier et arrive à un étage qui ressemble davantage à une prison. Il se demande s'il est au bon endroit, mais ensuite son système s'active et révèle qu'il a rempli les conditions. Une autre notification indique qu'il va maintenant être transporté dans la salle, avant que Kim puisse faire sens de ce qui se passe. Il est téléporté dans une autre pièce, où il est choqué de trouver son rival juré, Varsh, qui l'attend. Tout comme un méchant d'un film hollywoodien des années 90, Varsh commence à parler mal avant le véritable combat. Mais Kim ne le laisse pas faire et le frappe directement au visage. Étrangement, Varsh n'essaie même pas de riposter ou de bloquer le coup. Pensé, il demande simplement à Kim de patienter et de l'écouter pour une fois. Kim n'écoute évidemment pas et continue de le frapper encore et encore, avec l'intention de l'achever une bonne fois pour toutes. Tous ces siècles de frustration accumulés ont finalement abouti à ce point, et il est prêt à clore le chapitre une bonne fois pour toutes. Bientôt, Varsh est projeté au sol, et un Kim furieux commence à lui donner des coups de pied sans pitié, le blâmant d'avoir détruit son rêve de vivre une vie paisible. Cependant, lorsque Varsh se demande s'il veut en savoir plus sur cet endroit étrange, Kim finit par s'arrêter. Le méchant se relève alors et révèle que cet endroit est le royaume mental, un espace à l'intérieur d'un artefact divin. Varsh explique que même son apparence n'est qu'une manifestation dans le royaume mental, car son corps physique a été détruit il y a 3 siècles dans la tour de l'auberge. En entendant tout cela, un Kim confus demande s'il a été dans le royaume mental tout ce temps, et Varsh le confirme. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, Varsh est devenu un gardien de constellation. Lorsque Kim réalise enfin la vérité, il devient encore plus enragé et commence à s'en prendre au pauvre gars comme s'il s'agissait d'un distributeur automatique cassé qui a mangé sa dernière pièce. Quelques minutes plus tard, Kim sort enfin par l'entrée principale, où Egon l'attend anxieusement. Après un contrôle minutieux, Kim est autorisé à partir, et la première chose que demande Egon est s'il a essayé de faire des stupidités là-bas. Pour Kim, calme comme toujours, répond qu'il ne l'a pas fait, puisque les sous-sols inférieurs étaient de toute façon interdits pour lui. Soulagé que le garçon n'ait pas causé de problème, Egon hoche la tête et le renvoie à son dortoir. Sur le chemin du retour, Kim se rappelle de la rencontre dans le royaume mental, où il demande à Varsh s'il était celui qui lui envoyait ses notifications. Il veut savoir de quoi il s'agit et pourquoi il a été convoqué ici.
Varchi admet qu'il a envoyé les notifications, mais même lui n'est pas sûr de leur véritable intention. Il révèle que depuis qu'il est mort il y a 3 siècles, il est piégé ici sans aucun pouvoir. Kim ne croit pas un mot de ce qu'il dit et demande qui est derrière tout ça. Mais Varch insiste sur le fait qu'il a aussi reçu une notification, une qui lui a dit de prendre contact avec la version réincarnée de Kim, affirmant que cela l'aiderait à retrouver ses souvenirs perdus. Varch soupçonne que celui qui l'a fait maître de la Tour de la Faim est responsable de tout cela. Mais il ne sait pas exactement qui est cette personne, car ses souvenirs à ce sujet ont complètement disparu. Varch croit que les souvenirs ne reviennent pas tous en même temps, donc il va juste devoir attendre. Il demande ensuite à Kim ce qui était écrit dans sa notification, et ce dernier explique que cela lui demandait de récupérer ses souvenirs et ses armes également. Kim ne pouvait pas lire la partie inférieure car elle était censurée, tout comme dans la plupart des films japonais. D'un ton arrogant, Kim affirme qu'il ne manque aucun souvenir, insistant sur le fait qu'il se souvient de chaque détail de ce qui s'est passé à la tour il y a 3 siècles. Mais Varch, clairement le plus posé et mature des deux, explique calmement que Kim ne se rend tout simplement pas compte qu'il lui manque quelque chose. Il dit que maintenant que Kim a trouvé l'arme, les souvenirs commenceront à revenir d'eux-mêmes. Kim est stupéfait par la révélation qu'il a déjà trouvé l'arme et demande immédiatement ce que c'est. Varch révèle alors que l'espace en question est en réalité le royaume intérieur de l'arme de Kim, la légendaire épée de l'illumination. Dans un retournement choquant, il admet qu'il est devenu une constellation en utilisant cette même épée comme son artefact divin. Dans le présent, Kim ne peut pas croire que son épée soit devenue un artefact divin et que Varch l'ait utilisée pour devenir une constellation. Kim dit qu'il voulait détruire l'épée, mais qu'il ne pouvait pas laisser Varch sans surveillance, alors il a laissé l'épée avec lui. Comme le dit Varch, il est un dieu. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, un groupe d'élèves de terminale l'entoure soudainement, dirigé par Larik du clan du lever de soleil, un gars qui ressemble plus à un cosplayer de vampire qu'à un véritable étudiant. Larik exige que Kim montre un peu de respect et le salue correctement en tant que senior. Mais Kim, qui ne recule jamais devant un combat, réplique avec quelques insultes cinglantes. Furieux de ce manque de respect, Larik fait signe à l'un de ses acolytes de remettre le nouvel étudiant à sa place. Au moment où le gars s'avance, Kim lance un coup de pied brutal qui l'envoie s'écraser au sol. Tout le groupe se fige sous le choc, tandis que Kim, maintenant enragé, les défie de venir. Il sort ensuite son épée et les incite avec confiance à s'en prendre à lui rapidement, car il ne veut pas être en retard pour dormir. 3 heures plus tôt, Larik est convoqué par le notoire Rockdeal, qui lui demande avec désinvolture un petit service. Il veut que Larik s'occupe d'un certain étudiant de première année, Kim, en utilisant tous les moyens nécessaires. Rockdeal promet de rendre le service en offrant son soutien au clan de Larik, affirmant qu'il les aidera comme ils en ont besoin. Il dit que Larik peut utiliser des armes s'il le souhaite, et son équipe nettoiera le désordre plus tard. Comme Rockdeal vient d'une famille très influente et riche, Larik ne peut pas laisser passer cette opportunité, alors il accepte immédiatement. En sortant du dortoir, il se dit que Kim ne devrait pas poser de problème, car malgré le fait qu'il soit le meilleur de sa classe, il est encore un étudiant de première année. Il est alors révélé que les étudiants de première et de deuxième année à Valhalla sont fondamentalement différents, car les étudiants de deuxième année ont des contrats directs avec les constellations. Cela signifie que les étudiants de deuxième année peuvent exploiter différents pouvoirs, les rendant significativement plus forts que leurs cadets. Lerik est certain qu'un novice comme Kim n'a même pas de clan, encore moins une constellation gardienne pour lui donner des pouvoirs. Il croit fermement que se débarrasser du novice sera aussi facile que de supprimer le numéro de son ex. De retour dans le présent, Larek réalise qu'il est dans de beaux draps, car Kim est bien plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un par un, les voyous se jettent sur lui, mais Kim, sans même dégainer son épée, les met à terre sans effort, comme des mannequins gonflables dans un dojo d'arts martiaux. À un moment donné, Agun accumule une quantité incroyable de mana et libère une frappe puissante qui fend le sol. Mais lorsque la poussière retombe, tout le monde est stupéfait de voir Kim debout, indemne, ayant esquivé l'attaque à la dernière seconde. Il n'a même pas utilisé 1% de son pouvoir, et pourtant il démantèle tout le groupe comme s'il s'agissait d'un exercice d'échauffement. Tout se déroule, Larik est laissé sans voix et il ne comprend pas comment un étudiant de première année transforme son équipe d'élite en sac de frappe. Il est également confus par la manière dont Kim manie sa lame, comme s'il attirait les adversaires vers lui. Peu après, presque tous les voyous sont à terre, ne laissant que Larik et quelques-uns de ses hommes encore debout. Désespéré et furieux, Lerik se précipite sur Kim avec son épée, investissant chaque dernier morceau de son mana dans l'attaque. Mais avant qu'il puisse même s'approcher, Kim agit le premier et lui assène une légère tape qui envoie Lerik voler et s'écraser au sol comme une poupée de chiffon. Ensuite, Kim gifle Lerik inconscient pour le réveiller et exige de savoir pourquoi ils l'ont attaqué. Il demande si quelqu'un les a envoyés, mais Larik insiste sur le fait qu'il voulait juste lui donner une leçon. Réalisant que le gars ne va pas dénoncer celui qui est vraiment derrière tout ça, Kim décide de laisser tomber et se tourne pour partir.
Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Larik l'appelle, le prévenant qu'après cet incident, les jours de Kim à l'académie sont comptés. Il prétend que les autorités vont probablement l'expulser en raison de sa conduite violente. Cependant, un Kim imperturbable répond que Larek n'oserait pas rapporter ce qui s'est passé, car cela signifierait admettre qu'un senior a conduit un groupe à attaquer un fraîchement sans défense et a pourtant été complètement détruit. Si la nouvelle se répandait, non seulement la réputation de Larek serait ruinée, mais toute chance qu'il avait de rejoindre un clan majeur disparaîtrait. Voilà à quel point Kim Walkthorn est victorieux. S'éloignant de là, laissant le Rick encore plus humilié. Pendant ce temps, un Rockdale excité est assis dans son dortoir, attendant avec impatience que le Rick appelle pour annoncer la bonne nouvelle. L'appel finit par arriver, mais au lieu de la victoire qu'il attendait, le Rick dit qu'il en a fini avec tout ça. Un Rockdale confus demande ce qui s'est passé, mais Larry répond simplement qu'il ne veut rien avoir à faire avec le nouvel étudiant Kim. En entendant cela, Rockdale réalise enfin que son plan a échoué, car ses sbires ont été battus par Kim. Essayant de sauver la situation, Rockdale change rapidement d'approche et demande à Larry de signaler au moins l'incident au bureau des enseignants. Il promet de lui payer le montant total et propose même de le mettre en contact avec le clan Bintrick. Cependant, un parolier meurtri et battu, qui titube en rentrant chez lui avec ses amis, refuse fermement. Il dit qu'il ne rapportera rien parce qu'il valorise son honneur plus que l'argent ou les connexions. Rockdale essaie de le convaincre en offrant plus d'argent, mais Larry n'écoute pas et raccroche simplement. Cela laisse le pleurnichard Rockdale si furieux qu'il fracasse son téléphone au sol. Il se tourne ensuite vers son assistante, Yuria, et lui demande si elle a déjà contacté Desira. Il confirme qu'elle l'a, mais dit qu'il lui faudra du temps pour arriver car il vient d'un endroit éloigné. Pendant ce temps, à l'Académie Apria au Mexique, une pile de corps humains est entassée les uns sur les autres. Le carnage est l'œuvre de Desira, un autre membre infâme de la famille Bintrick. Le gars a tellement de cicatrices de bataille sur le visage qu'il pourrait facilement auditionner pour un méchant dans un film de John Wick. Il apprend que Rockdale a une mission pour lui, qui consiste à éliminer un étudiant de première année nommé Kim. En retour, il recevra une grosse somme d'argent et d'autres avantages extravagants. Comme Desira est à court d'argent après avoir été expulsé de la famille, il accepte immédiatement à l'offre et se prépare à son départ. Le lendemain matin au Valhalla Physical Training Center, Kim arrive en tenue de sport, prêt à faire un bon entraînement. Mais juste au moment où il s'apprête à commencer, il est interrompu par Varsh, qui lui parle sans crier gare. Surpris, Kim regarde autour de lui et voit le corps de Varsh. Confusion et demande où il est, à quoi Varsh répond avec désinvolture qu'il est à l'intérieur de l'épée de Kim. Cela apporte un certain soulagement à Kim, qui pensait que son ennemi juré s'était échappé, et était prêt à le renvoyer en enfer. Varsh lui assure qu'il ne s'est pas échappé, alors Kim poursuit sa journée et commence à faire quelques exercices légers. Peu après, Eren s'approche de lui, également vêtu de sa tenue de sport, et souhaite commencer les leçons d'épée immédiatement. Cependant, Kim lui dit qu'ils devront d'abord travailler sur son endurance, car c'est plus important que n'importe quelle compétence. Il lui demande ensuite de s'étirer avec lui et explique qu'améliorer l'endurance permet au corps d'absorber et de contrôler le mana de manière plus efficace. Il murmure même pour lui-même que les tendances d'entraînement modernes ont tout faux, car elles mettent tout dans l'entraînement de mana avant même d'avoir suffisamment d'endurance pour le contrôler. Il croit qu'Eren n'est pas différente, car son réservoir de mana est incroyablement profond, mais elle a l'endurance d'une personne qui fume 30 cigarettes par jour. Peu après, Eren termine ses étirements et se prépare à commencer l'entraînement réel. Kim ne perd pas de temps et lui fait enchaîner une série d'exercices intenses, suivis de quelques levées de poids. Mais en quelques minutes, Erin manque d'énergie et s'effondre au sol, complètement à bout de souffle. Elle a du mal à se relever, mais Kim lui dit tranquillement que ce n'était que l'échauffement et que maintenant le véritable entraînement commence. Ils devront d'abord courir 10 miles à pleine vitesse, et en entendant cela, Aaron commence à transpirer comme un voleur à un contrôle de police. Quelques heures plus tard, tous deux arrivent en classe à l'heure. Kim a l'air frais et confiant, tandis qu'Aaron entre entraînant, complètement épuisé par la routine physique infernale qu'elle vient de survivre. Le cours d'aujourd'hui se concentre sur les monstres de labyrinthe et comment les affronter. L'instructrice, Lilia, dit qu'ils vont prendre un texte écrit simple. Elle distribue des feuilles de papier à tous les étudiants et leur demande d'écrire comment ils feraient face à ces monstres tout en suivant les stratégies officielles. Peu après, le test commence et tous les étudiants se mettent immédiatement à écrire. Mais Erin a du mal à tenir son stylo correctement, car toute son énergie a été épuisée par l'entraînement brutal précédent. Quelques minutes plus tard, le test prend fin et Lilia collecte toutes les feuilles. De l'arrière vers l'avant. Elle explique que bien que le test ne sera pas reflété dans les notes, elle l'utilisera comme référence pour mesurer la capacité de l'élève pour le cours suivant. Lilia annonce que lors du prochain cours, ils commenceront le véritable entraînement dans l'installation de combat. Elle dit ensuite au revoir à sa classe et s'en va, et Kim répond comme un
Étudiant obéissant, mais cela pousse Varch à se moquer de lui. Agacé, Kim demande s'il peut aussi entendre ses pensées, ce à quoi Varch répond qu'il ne peut pas tout entendre, juste celles que Kim essaie de transmettre. Pendant ce temps, au bureau du professeur, Lilia examine tous les copies de tests une par une, mais au moment où elle tombe sur les réponses de Kim, son visage devient rouge de colère. Quelques minutes plus tôt, Egon était également arrivé au bureau du professeur, tenant négligemment une tasse de café à la main. Il s'est dirigé directement vers Lilia, qui venait de commencer à corriger les copies, et a engagé la conversation avec elle. Lilia a expliqué qu'elle avait demandé à ses élèves de revoir les méthodes de gestion des monstres, et la plupart d'entre eux s'en sont très bien sortis. En tant que professeur principal, Egon était content d'apprendre que ses élèves réussissaient bien et commença à s'éloigner avec un air satisfait. Mais juste au moment où il atteignait la porte, Lilia a soudainement crié le nom de Kim, indiquant clairement qu'il avait fait quelque chose de mal. Dans le présent, Egon se précipite vers Lilia et lui demande s'il y a un problème avec les réponses de Kim. Mais l'enseignante enragée dit que le garçon l'a insulté. Elle a maintenant l'intention de l'utiliser comme exemple dans leur prochain cours, en lui montrant que les monstres du labyrinthe ne se traitent pas si facilement. Une semaine plus tard, Lilia amène toute la classe au centre de simulation de combat virtuel et commence par annoncer les résultats de leurs tests écrits. Elle explique que la plupart des élèves ont bien réussi, mais qu'il y en a un qui a complètement échoué avec ses réponses horribles. Elle appelle ensuite Kim à l'avant de la classe et affiche sa copie pour que tout le monde puisse la voir. Ses réponses sont écrites de manière si décontractée, elle. On dirait qu'ils ont été griffonnés par un enfant en bas âge. Lilia dit qu'elle lui a mis un gros 0 pour ses réponses ridicules et demande s'il a même pris le test au sérieux. La première question portait sur le moyen le plus efficace d'éliminer un gobelin de pierre, et la réponse de Kim était de simplement le poignarder dans le ventre. La deuxième question était un peu plus délicate. Il a demandé comment gérer 8 gobelins de la jungle qui vous lancent des pierres, mais la réponse de Kim n'était pas différente de la première. Il a simplement mentionné de les poignarder tous et de les envoyer dans l'au-delà. Lilia, visiblement furieuse, souligne que les gobelins de pierre ont une armure incroyablement épaisse et que les armes standards ne laisseront même pas une égratignure. Elle exige de savoir si Kim pense vraiment qu'un coup de couteau dans le ventre va fonctionner. Mais à la surprise générale, il répond par l'affirmative et ajoute qu'un seul coup est tout ce dont il a besoin. C'est la goutte d'eau pour Lilia, qui décide de mettre à l'épreuve l'audacieuse affirmation de Kim. Elle appuie sur un bouton du panneau et invoque un gobelin de pierre, qui ressemble à un tank ambulant avec des dents acérées et des yeux rouges. Lilia annonce que si Kim parvient à vaincre ce monstre exactement comme il a décrit dans son test, elle admettra volontiers sa défaite et lui attribuera des crédits. Kim accepte l'offre et saisit tranquillement une épée avant d'entrer dans l'arène pour affronter le gobelin. Pendant ce temps, Lilia sait que Kim a déjà éliminé 120 gobelins dans cette arène, mais ce n'étaient que des gobelins ordinaires. Elle est certaine qu'éliminer un gobelin de pierre avec une épée est pratiquement impossible, donc Kim est vouée à échouer. Peu après, le combat tant attendu commence, et le gobelin, qui ressemble à une version rocheuse de Brock Lesnar, se précipite immédiatement sur Kim. Mais il esquive facilement l'attaque et frappe le gobelin avec une telle force que l'épée est délogée de son ventre, l'éliminant sur le champ. Cela laisse toute la classe, ainsi que Lilia, stupéfait, car Kim non seulement a réussi à poignarder le gobelin de pierre, mais il l'a fait sans utiliser de mana. Le professeur demande comment il a pu le faire, mais Kim répond simplement qu'il a saisi l'épée et a poignardé le gobelin dans le ventre. Lilia est maintenant plongée dans ses pensées, et elle calcule que pour vaincre un gobelin de pierre, il faut infuser sa lame avec le mana d'un puissant contractant. Mais Kim ne fait partie d'aucun clan, ni n'est contracté par une constellation, ce qui fait de lui un véritable nobody. Pendant ce temps, Kim demande s'il peut obtenir des crédits, et Lilia lui dit qu'il le pourra, mais seulement pour la première question. Gobelin le met immédiatement à l'épreuve en appuyant sur un autre bouton, ce qui fait apparaître un labyrinthe devant lui. De l'intérieur, 3 gobelins de la jungle en sortent, et Lilia révèle qu'ils sont connus pour avoir des problèmes de gestion de la colère. Si le gobelin de la jungle en tête n'est pas traité à temps, il commencera à hurler et à appeler tous les gobelins à proximité du labyrinthe. Murmure à elle-même que, généralement, une assistance d'une constellation utilisant la magie est nécessaire pour les éliminer tous en une seule fois, ce qui en fait une tâche très difficile. Bien qu'il n'y ait actuellement que 3 gobelins, 5 autres apparaîtront et chargeront Kim s'il n'est pas assez prudent. Cette fois, Lilia est certaine à 100% que Kim échouera, car cela nécessitera des compétences en épée dignes d'un dieu pour les vaincre tous en même temps. Mais alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Kim ne perd pas de temps et commença, poignant les gobelins un après l'autre, comme s'il tranchait des légumes pour le dîner. En quelques secondes, il les termine tous et demande tranquillement s'il peut obtenir des crédits pour cela aussi. La scène se déplace quelques jours plus tôt, où Kim est à la salle de sport en train d'entraîner Aaron pour améliorer son endurance. Ils courent tous les deux sur des tapis de course, mais tandis que Kim maintient un rythme régulier sans s'arrêter.
En sueur, Erin se bat pour sa vie, peinant à suivre le rythme. Après ce qui lui semble une éternité, ils atteignent enfin la cible et elle s'effondre immédiatement au sol. Erin est épuisée et complètement corde à laine, comme si elle venait de parcourir 10 km sans aucun repos. Tu vois, étant donné son état misérable, Kim demande si son clan lui a déjà fait suivre une sorte d'entraînement. Il se demande comment elle est déjà épuisée par cela, à quoi Erin répond qu'elle ne s'entraîne jamais aussi intensément. Sa réponse surprend Kim, qui lui demande comment elle va gérer des monstres si elle ne peut même pas courir sur un tapis de course pendant 10 minutes. Elle dit qu'elle peut simplement utiliser son mana et le pouvoir de sa constellation, dans lequel elle excelle. Mais Kim pense en lui-même que dépendre uniquement du mana est risqué, car on pourrait tomber sur un sort de blocage de mana. Ils devront alors compter sur leur endurance et d'autres compétences pour sortir du combat en vie. Kim se tourne vers Erin et lui demande si cet entraînement a vraiment un sens pour elle, et elle répond rapidement que oui. Cependant, il peut voir qu'elle ne le fait que pour passer à l'entraînement à l'épée, sans réel intérêt pour améliorer son endurance. Néanmoins, sans insister sur le sujet, Kim annonce que la séance d'aujourd'hui est terminée et lui dit de prendre une pause pendant qu'il passe à un deuxième set tout seul. Après le départ d'Aaron, la voix de Varsh résonne dans l'esprit de Kim, lui demandant pourquoi il s'embête même à l'entraîner en premier lieu. Kim répond qu'il n'a jamais vraiment voulu lui enseigner quoi que ce soit, mais elle était si désespérément insistante qu'elle ne cessait de le poursuivre jusqu'à ce qu'il cède enfin. Leur conversation est interrompue lorsque Kim aperçoit Seyok en train de soulever des poids lourds à proximité. Il questionne le garçon macho s'il vient ici tous les jours, et il répond que oui, puisque toute sa personnalité tourne autour de ses gros muscles. Après le départ de Seyok, Varsh révèle que Kim peut en savoir plus sur ses camarades de classe s'il réussit le nouveau test dans sa fenêtre de notification. Le test lui demande de se rendre à un endroit appelé l'œil de la grande forêt avec l'épée de l'éveil à la main. Certains reconnaissent qu'ils ont entendu parler de cet endroit pendant le cours, et c'est là où les étudiants vont pour le jeu de survie à la fin du premier semestre. Il mentionne que si ce n'était pas pour cette quête, il aurait déjà fui l'Académie Valhalla, donc il doit rester à l'écart des ennuis pour l'instant. Au manoir Ventric à Londres, la chef de clan, Edela, parle à son assistant, lui demandant s'il a de nouveaux recrues pour son clan. Il révèle qu'il a trouvé quelques jeunes prometteurs, qui sont tous de rang A et possèdent des compétences de combat impeccables. Adla est ravi d'entendre cela et demande s'il y a autre chose qu'il aimerait dire avant la fin de la réunion. L'assistant hésite un instant avant de révéler que Rogdal a convoqué le notoire Désira en Corée du Sud pour une mission urgente. La nouvelle plonge Adla dans un état de choc, et il est évident que les deux garçons ont été expulsés du clan pour une bonne raison. Il est ensuite révélé que Desira est considéré comme une tache sur le clan Bintriche en raison de tous les actes terribles qu'il a commis au fil des ans. À l'âge de 19 ans, il a éliminé 5 entrepreneurs dans son académie à cause d'une petite dispute qui aurait pu être facilement évitée par une simple discussion. Finalement, à l'âge de 20 ans, Desira a été banni du clan Ventric, mais cela ne l'a pas empêché de commettre d'autres atrocités. Adla révèle que le monstre a ruiné l'image de leur clan, et ils ont dû garder la tête basse pendant très longtemps à cause de lui. Inquiète que Rogdal puisse causer plus de problèmes, Adla demande à son assistante de le surveiller de près pour l'instant. Elle fait clairement comprendre que s'il ose provoquer Désira à faire quelque chose de téméraire qui pourrait à nouveau nuire à la réputation du clan, elle n'hésitera pas à l'exiler de la famille également. De retour à l'Académie Valhalla, un cours est en cours, où un enseignant révèle que les Wicked sont les contractants qui commettent différents crimes en utilisant le pouvoir des constellations. La plupart d'entre eux agissent individuellement, mais parfois ils forment des organisations, et la plus notoire d'entre elles est une organisation criminelle internationale nommée One Believe. Le professeur énonce des faits clairs, mais un Kim désintéressé et perdu dans ses propres pensées, ravi des progrès qu'il a réalisés. Il commence à réaliser que son corps n'est pas aussi faible qu'il le pensait, car sa force et son endurance se sont progressivement améliorées à chaque séance d'entraînement. Les pensées de Kim sont interrompues lorsque Soyin tapote son bureau et lui glisse discrètement un mot qui ne contient qu'un seul mot. « Hey !» D'accord, cela rend immédiatement Kim nerveux, car la dernière chose qu'il souhaite est d'avoir plus d'interaction avec les filles, encore moins avec une fille comme Soyon. Dans le cours suivant, Egon annonce que les étudiants seront autorisés à sortir du campus ce week-end, mais qu'ils devront remplir une demande pour cela. Kim est le premier à remplir le formulaire, car il a urgemment besoin d'être quelque part. Mais alors qu'il se dirige pour remettre le formulaire à une arme, il est abordé par Soyem, qui lui avait remis le mot plus tôt. Il est révélé que Kim lui avait répondu presque instantanément, demandant ce qu'elle voulait, mais la fille nerveuse n'a pas pu répondre. Maintenant qu'ils se tiennent face à face, il lui demande à nouveau si elle a besoin de quelque chose. Mais Soyon est si hésitante que les mots ne sortent tout simplement pas de sa bouche. Devenant impatient, Kim l'appelle une bizarre et lui demande une dernière fois s'il y a vraiment quelque chose qu'elle veut.
Cela a alors révélé que Soyan était impressionné lors du cours de simulation de combat, lorsque Kim a détruit le gobelin de pierre avec ce qui ressemblait à une épée en papier d'aluminium, sans même utiliser de mana. Elle veut maintenant apprendre comment il fait cela si facilement. Mais au moment où elle trouve enfin le courage de lui demander, l'enseignante Lilia apparaît de nulle part et pose la même question en premier. Kim est confus par son changement soudain d'attitude, ayant toujours supposé qu'elle le détestait pour l'avoir humilié devant toute la classe. Mais Lilia explique que ces méthodes peu conventionnelles ne l'ont pas offensé. Elles ont en fait changé sa façon de penser et ouvert ses yeux à de nouvelles approches théoriques. Elle pose alors sa main sur son épaule et lui demande s'il aimerait être son assistant. Kim, qui veut juste soumettre son formulaire de candidature, refuse audacieusement. La dame persistante essaie de le convaincre, lui offrant des avantages généreux et un financement pour soutenir toute recherche qu'il souhaite entreprendre. Mais Kim a déjà pris sa décision. Pendant ce temps, Soyin observe tout cela de loin et elle est gênée par la désespérance de leur professeur. Que Kim ne sera jamais d'accord pour lui enseigner, elle décide de ne pas lui demander et s'éloigne. Le lendemain est le week-end et Kim est enfin autorisé à quitter l'académie après longtemps. Il s'habille de son sweat à capuche habituel, ce qui lui donne l'air d'un voleur louche, et se dirige vers un endroit appelé le marché. La nuit précédente, Kim avait soigneusement élaboré son plan dans son dortoir. Son objectif était de vendre certains des objets précieux qu'il avait récupérés dans l'entrepôt secret. En consultant son téléphone pour trouver les meilleurs endroits pour effectuer de telles transactions, il tomba sur des informations concernant un lieu simplement connu sous le nom de marché. Ce qui a attiré son attention, c'est que ce marché permettait toutes sortes d'échanges sans vraie règle ni restriction en place. Contrairement au marché noir ordinaire, celui-ci avait une origine particulière. Il a été créé et protégé par une constellation gardienne connue comme le souverain de l'autre côté. Cela peut être un bon exemple Une action seule expliquait pourquoi, malgré son caractère illégal, aucune mesure n'avait jamais été prise contre elle. Les autorités semblaient soit réticentes, soit incapables de la fermer, et ainsi le marché continuait de fonctionner librement. Pendant que Kim approfondissait l'histoire du marché et essayait de comprendre comment y accéder, son téléphone vibra soudainement avec une série de messages remplis d'émojis de la part d'Aaron. Elle essayait clairement d'engager une conversation informelle, mais Kim n'avait aucune patience pour les banalités. Il répondit brusquement, lui informant qu'il ne pourrait pas s'entraîner avec elle le lendemain matin car il avait des affaires importantes à régler. Avec cette distraction écartée, Kim retourna à sa recherche et trouva bientôt un lien caché qui prétendait fournir des indications pour se rendre au marché. Dans le présent, Kim suit les indications et finit par arriver à l'endroit, qui s'avère être un vieux café en ruine. En entrant, il constate que l'endroit est dans un désordre total, avec des toiles d'araignées partout et des chaises qui semblent être là depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, il aperçoit une porte dans un coin de la pièce, dont il est certain qu'elle le mènera à ce qu'il cherche. Kim entre prudemment par cette porte et sort dans un marché animé, rempli de gens comme lui essayant d'effectuer des transactions douteuses. Alors que Kim se promène dans les rues, il ressent une étrange impression d'avoir déjà été à cet endroit. Tout lui semble familier, surtout les ciels violets, la lune brumeuse et la grande quantité de fumée qui sort des cheminées. Bientôt. Peu après, Kim est abordé par un homme portant une veste en cuir, qui lui demande si c'est sa première fois ici. Kim se souvient soudain des instructions de la nuit précédente, qui expliquaient qu'à peine il franchirait la porte, un gars en veste en cuir viendrait à sa rencontre. Il devrait alors donner à l'homme 2 millions de wons comme frais d'entrée au marché. Les instructions, Kim remet l'argent à l'homme, qu'il avait gagné en réussissant l'examen d'entrée à l'Académie Valhalla. Kim murmure pour lui-même qu'il ne lui reste maintenant qu'une petite somme d'argent, donc il doit vendre quelque chose aujourd'hui. Pendant ce temps, l'homme lui demande s'il a des questions, alors Kim s'informe sur l'endroit où il peut vendre ses précieuses pierres. Il veut les vendre très rapidement et n'a pas la patience de passer par une enchère. Alors l'homme le dirige vers un endroit appelé District 3. Selon lui, le District 3 a de nombreux commerçants qui achètent tout, des gemmes aux armes, peu importe à quel point les articles sont illégaux. Il mentionne également un gars nommé Maurice, qui est connu pour donner des prix équitables en ce qui concerne les gemmes précieuses. Avant. En se séparant, l'homme remet à Kim un masque, en disant qu'il est obligatoire d'en porter un en raison de la nature douteuse des transactions. Peu après, Kim arrive au District 3, où plusieurs personnes masquées comme lui sont engagées dans l'achat et la vente de biens illégaux. Il aperçoit un marchand à proximité et réalise immédiatement qu'il ne s'agit de personne d'autre que Maurice. Kim s'approche de lui et dit qu'il veut se débarrasser de quelque chose le plus rapidement possible, et Maurice demande à voir ce qu'il a. Kim sort alors un petit sac qui contient de nombreuses bagues précieuses et d'autres ornements. Le marchand en prend une et commence à l'examiner. Mais en quelques secondes, il est visiblement stupéfait lorsqu'il réalise que ce n'est pas simplement une bague ordinaire, c'est un artefact de l'ère de la fin.
Maurice vérifie à nouveau le sac et se rend rapidement compte que chaque bague est un artefact de l'ère de la fin, rendant toute la collection incroyablement rare et précieuse. Choqué par cette découverte et incapable de contenir sa curiosité, il enfreint son protocole habituel et demande instinctivement à Kim où il a pu se procurer de tels objets. Cependant, Kim lui rappelle rapidement que l'ensemble. Le but de ce marché est que les clients peuvent échanger des biens sans poser de questions. Maurice s'excuse immédiatement et se maudit intérieurement, sachant qu'il a failli jeter par-dessus bord 30 ans de réputation durement acquise à cause d'une question imprudente. Mais ensuite, il révèle honnêtement qu'il ne pourra pas prendre ces précieuses bagues car elles proviennent toutes de l'ère des reliques et il n'a pas assez d'argent pour les acheter. Déçu, Kim demande. Il peut vendre les reliques à un prix décent et Maurice lui indique un grand bâtiment à proximité qui s'avère être la maison de vente aux enchères officielles du district. Le seul problème pour Kim est que la file d'attente est très longue et il faudra un certain temps avant qu'un créneau se libère. Maurice estime que cela pourrait prendre 2 à 3 semaines pour que les objets soient mis aux enchères. Et même alors, Kim devrait s'inscrire sous sa véritable identité pour recevoir le paiement. Ne s'intéressant pas au tracas, Kim presse. Maurice décide d'acheter les bagues à la place et demande leur valeur. Le marchand fait rapidement le calcul et montre un chiffre, ce qui laisse Kim visiblement stupéfait car c'est bien plus que ce qu'il avait anticipé. Maurice explique que même s'ils vont tous les posséder actuellement, il ne pourra rassembler qu'environ 3/4 de la valeur totale des bagues. Mais le fait est qu'il n'est pas un grand fan des bagues. Il est 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 un grand fan des bagues. Mais comme Kim est pressé de s'en débarrasser, il accepte de conclure l'affaire à ce prix réduit, laissant Maurice sans voix. Il est alors révélé que ces reliques sont précieuses non seulement en raison de leur statut d'antiquité, mais aussi en raison de leur association avec les constellations. Les anneaux étaient si divins que même les constellations étaient attirées par eux, tout comme un homme est pris lorsqu'il voit une belle fille pour la première fois. Un homme ordinaire qui possédait quelques reliques les a utilisées à son avantage et a réussi à conclure un contrat avec une constellation incroyablement puissante. L'homme est toujours actif en tant que contractant à ce jour et son nom est Alchimiste John. Pendant ce temps, Maurice feuillette les anneaux et trouve des traces de mana en eux, ce qui confirme encore l'authenticité des anneaux. Il est aux anges d'avoir la chance d'acheter ces artefacts anciens à un prix si bas. Mais juste au moment où il s'apprête à finaliser l'accord, un homme en costume et masqué s'approche de lui, laissant Maurice complètement stupéfait. Un peu plus tard, Kim sort du marché et arrive au même café que précédemment, où il retire enfin son masque. Il vérifie ensuite son téléphone et est soulagé de découvrir que son compte bancaire a été crédité de 2,5 millions de wons, ce qui est suffisant pour le maintenir à flot pendant des décennies. Kim a réussi à gagner cette somme folle en vendant seulement 8 petites bagues, donc il ne s'inquiète plus de ses finances, car il a des tonnes d'autres artefacts dans son entrepôt. Mais juste au moment où il s'apprête à retourner à son dortoir, il reçoit un appel d'un numéro inconnu, ce qui le plonge dans un état de panique. Kim répond à l'appel avec anxiété, craignant que ses activités illégales aient été suivies par la police. Mais la personne à l'autre bout du fil n'est autre que l'enseignante agaçante, Lilia, qui l'invite tranquillement à déjeuner comme si elle parlait à son crush. Kim lui demande d'où elle a obtenu son numéro. Mais la folle dit que ce n'est pas important et insiste pour qu'il vienne au restaurant Valhalla pour un repas gratuit avant de raccrocher brusquement. N'ayant rien de mieux à faire et promettant de la nourriture gratuite, Kim décide d'accepter l'offre et se dirige vers le campus. Quelques heures plus tôt au marché, Maurice est abordé par un homme en costume qui s'avère être Black Cat, le propriétaire actuel de cet endroit. Il veut savoir pourquoi Maurice a postulé à une enchère de manière anonyme pour la première fois depuis longtemps. Le marchand est trop nerveux pour répondre, alors Black Cat demande à voir les objets qu'il a listés pour l'enchère. Maurice. Il lui remet la bourse avec hésitation et Black Cat observe l'une des bagues, disant qu'elle peut se vendre à un très bon prix. Mais quelques secondes plus tard, il reçoit une avalanche de messages du créateur du marché, la constellation gardienne, dont le nom est le souverain de l'autre côté. Black Cat parcourt les messages et révèle que son maître veut cette bague. Le présent au restaurant sur le campus de Valhalla. Kim se retrouve à avoir un déjeuner inconfortablement maladroit avec son professeur. Il est également stupéfait par l'immensité et le luxe de l'endroit, n'ayant pas réalisé que l'académie offrait des commodités aussi haut de gamme à ses étudiants. Kim va alors droit au but et demande pourquoi elle a voulu le rencontrer ici. Avec un sourire malicieux, Lilia lui demande de être à nouveau son assistant, mais il la rejette avant qu'elle puisse même mentionner la phrase suivante. Devenant impatiente, Lilia commence à énumérer les avantages d'être son assistant, comme le fait que Kim recevra une bourse substantielle, qu'il pourra publier une thèse avec elle, et plus important encore, qu'il pourra sortir du campus 2 fois par semaine au lieu d'1 fois par mois. Cependant, Kim, qui veut juste profiter de sa nourriture, refuse encore une fois, affirmant qu'aucun des avantages ne semble même vaguement tentant. Rend l'enseignante encore plus désespérée, comme un vendeur essayant d'atteindre son quota mensuel le dernier jour. Elle passe rapidement au plan B.
offrant de révéler des informations cruciales, si Kim pouvait simplement expliquer comment il a réussi à vaincre les gobelins si facilement. Kim n'est toujours pas intéressé, mais l'enseignante enfantine lâche que Erin va probablement être expulsée de son clan. William est complètement indifférent à la nouvelle, car il n'aime même pas la fille en premier lieu et la trouve agaçante. Il se lève alors et s'apprête à partir, mais une Lilia persistante l'exhorte à échanger au moins quelques astuces maintenant qu'elle a révélé un secret. Elle explique ensuite qu'en tant que professeur, c'est son devoir de fournir aux étudiants les meilleures connaissances possibles afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Lilia est responsable de l'entraînement au combat contre des monstres littéraux. Elle doit s'assurer que ses élèves sont toujours préparés, afin qu'ils ne fassent pas un faux mouvement et ne finissent pas par s'autodétruire. Pour cette raison seule, Lilia est désespérée de comprendre comment Kim a réussi à éliminer les gobelins sans même transpirer. Cependant, Kim, qui en a assez de sa persistance, lui souhaite simplement bonne chance et s'éloigne. Ailleurs, le grand maître du clan Truth Choi a convoqué ses deux enfants, Jin-Jin et Eren, pour déterminer lequel d'entre eux deviendra le prochain successeur. Il déclare que celui qui réussira le prochain test de sélection gagnera le droit de former un contrat avec l'épée divine du clan, la légendaire lame de la lune bleue. Ce contrat les établira officiellement comme l'héritier du clan Truth Choi, l'un des 5 meilleurs clans du pays. Cependant, s'ils échouent, ils seront expulsés du clan conformément à la tradition de longue date. Le grand maître demande alors à ses enfants s'ils sont prêts à s'affronter lors de l'épreuve, et tous deux répondent par l'affirmative. Sur ce, il annonce que la sélection aura lieu dans 3 semaines et les renvoie, leur permettant de retourner à leur routine quotidienne. Plus tard, en sortant de la maison, il devient rapidement évident que Jin-Jin et Eren ne sont pas en bons termes. Leur relation tendue découle du fait qu'Eren est la fille illégitime du directeur, tandis que Jin-Jin est l'héritier légitime par le sang. Il est envieux qu'un étranger essaie de lui ravir sa position, alors il déclare audacieusement qu'il va la détruire lors du processus de sélection. Comme une méchante de manuel, Jin-Jin se vante même de ne pas pouvoir le toucher puisqu'il a déjà signé un contrat avec la constellation, tandis qu'elle vient juste de recevoir une bénédiction. Le pauvre Eren ne dit même rien dans sa défense, sachant qu'elle ne pourra jamais le battre avec ses compétences de débutante. Après que Jin-Jin s'éloigne, Eren se remémore un souvenir douloureux, le jour où sa mère est décédée. Dans ses derniers instants, sa mère l'avait regardé dans les yeux et avait formulé un dernier souhait, qu'Aaron devienne le chef du clan, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, en classe, l'instructeur principal, Egon, annonce que les examens de Miss Mestre vont bientôt commencer. Kim, comme d'habitude, est assis à son bureau sans se soucier du monde, mais Varch lui dit de faire attention. Pendant ce temps, Egon révèle que les examens de mi-parcours sont très importants car l'étudiant ayant le plus bas score, ainsi que ceux qui échouent, sont expulsés immédiatement. Cela signifie que tous les étudiants doivent donner le meilleur d'eux-mêmes temps dans les examens écrits que pratiques pour s'assurer qu'ils peuvent continuer leurs études dans cette prestigieuse académie. En entendant cela, Kim murmure pour lui-même que, bien qu'il puisse s'occuper des épreuves pratiques, il est complètement non préparé pour l'examen écrit. Parce que Kim doit rester dans cette école jusqu'à ce qu'il puisse voir l'œil de la grande forêt. Passer l'examen est indispensable pour lui. Réalisant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse étudier tous les cours à temps, il se tourne vers son ennemi juré / ami pour obtenir de l'aide. Sachant que Varch prête attention à chaque cours et connaît probablement le matériel sur le bout des doigts, Kim lui demande de l'aide pour l'examen. Le gardien de la constellation s'oppose immédiatement, qualifiant cela de tricherie et de totalement contraire à l'éthique, mais après beaucoup de persuasion, Kim parvient à le convaincre. Bientôt, le cours se termine et le professeur s'en va après avoir dit au revoir à tout le monde, comme s'il partait en vacances prolongées. Kim prend son sac à dos et s'apprête à sortir quand il est soudainement abordé par un Eren au visage inquiet. Elle veut savoir s'il y aura de l'entraînement aujourd'hui et il répond par l'affirmative. Mais juste au moment où elle se prépare à partir, Kim lui demande si elle aimerait enfin commencer à apprendre l'escrime, car ils n'ont jusqu'à présent fait que s'entraîner physiquement. Pour la première fois, il lui parle de manière polie et dit qu'il veut lui enseigner depuis les bases. Aujourd'hui, il va lui donner une leçon approfondie sur la technique de prise, qu'il a maîtrisée grâce à une pratique continue dans sa chambre chaque nuit. Kim lui demande ensuite de venir sur le ring d'entraînement à côté de la salle de sport, et elle accepte avec plaisir. Quelques heures plus tard, les deux arrivent sur la scène d'entraînement, et Kim demande avec désinvolture depuis combien de temps elle n'a pas pratiqué. Erin admet qu'elle n'a même pas touché une épée depuis qu'ils ont commencé l'entraînement, ce qui remonte à près d'1 mois et demi. Sa réponse le prend au dépourvu, mais cela prouve aussi à quel point elle est sérieuse dans son engagement envers ses enseignements. Mortel. Se consacrant pleinement à la condition physique, il a souligné avant même de soulever une lame. Sans perdre de temps, Kim lui demande de dégainer son épée et lui donne quelques conseils fondamentaux sur la manière de la tenir correctement pour un mouvement plus contrôlé et efficace. Au moment où elle ajuste sa posture et suit ses instructions, son épée se met soudain à vibrer d'un flux immense de mana. Choquée,
Eren réalise enfin à quel point ces intensités sont cruciales. Les séances d'entraînement physique ont été. Son corps était autrefois aussi faible qu'un téléphone avec 1% de batterie, mais il sert maintenant de véritable vaisseau pour canaliser la puissance. Kim, quant à lui ordonne de venir vers lui, en utilisant toute son énergie et son mana, car il veut vérifier sa vitesse et sa force. Elle rassemble alors une quantité massive d'énergie et déclenche une frappe brutale sur lui qui, dans des circonstances normales, détruirait un char. Mais Kim la dévie sans même utiliser une fraction de son pouvoir, montrant à quel point il est surpuissant. Il remarque qu'elle est devenue beaucoup plus rapide maintenant, mais lui conseille de ne pas utiliser trop de mana en tirant l'épée, car le contrôle compte plus que la force brute. À partir de là, la leçon devient intense alors que Kim commence à lui donner des instructions détaillées. Elle perfectionne sa posture, conserve son mana et lit les mouvements de son adversaire en plein combat. Il ne lui laisse pas un instant de répit, lui disant de continuer à le frapper encore et encore. Au fur et à mesure que l'entraînement se poursuit, Eren commence à remarquer un changement majeur. Non seulement sa force a augmenté, mais elle ne s'épuise plus comme avant. Finalement, elle porte un coup si puissant qu'il fissure le sol, et même Kim est impressionné par sa force. Alimenté par cet élan, il continue à s'affronter comme s'il n'y avait pas de lendemain, transformant toute la salle en champ de bataille. Eren parviendra-t-elle vraiment à répondre au dernier souhait de sa mère, ou Jinjin va-t-elle l'écraser avant même qu'elle ait la chance d'essayer? Aussi, comment Kim réagira-t-il lorsqu'il se retrouvera enfin face à face avec le monstre méchant, le Syrah? Tapez Relic Power dans les commentaires si vous êtes prêts pour la partie 2. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié le résumé et assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu riche en action. Comme toujours, merci de regarder.